Bon. Alors, donc, je commence. La première chose à dire pour cette conférence, Adeline l'a déjà un petit peu mentionné, c'est qu'il ne s'agit pas d'une présentation d'un homme seul ou ni même d'un duo avec Valérie Ferruglio. Valérie comment dire, se met un petit peu en retrait pendant une partie de la conférence. Elle répondra surtout aux questions si vous avez des questions, parce que sinon c'est un petit peu compliqué ce genre d'exercice. En fait, ce livre a été conçu, a été préparé et dirigé à trois, avec Valérie, mais avec Nathalie Fourmont également, et surtout avec 40 co-auteurs de l'université, du CNRS, du ministère de la Culture, de différentes sociétés, de Bordeaux, Périgueux, Paris, Toulouse, Santander, Chambéry, La Rochelle, Nîmes, Nice, la Suisse, l'Australie. Voilà, j'en cite quelques-uns en vrac pour que vous vous rendiez compte qu'il s'agit vraiment d'un ouvrage très collectif et très partagé. Et vous avez sur la partie droite voilà, le générique que vous retrouvez dans le bouquin en détail. Il a également été préfacé par deux amis et collègues, Dany Barrault, certains d'entre vous probablement connaissent ce nom, il a été conservateur régional de l'archéologie pendant des décennies en Aquitaine, c'était dans le format Aquitaine avant la Nouvelle-Aquitaine, et Jean-Michel Jeunesse, qu'on ne présente plus, un préhistorien très renommé, et ce n'est pas un hasard si on a demandé à ses amis, collègues de préfacer l'ouvrage parce qu'ils ont joué un rôle considérable dans les premières années du suivi du dossier. Au moment de la découverte, ils étaient en charge de ce dossier et sans leur présence, Cussac ne serait pas exactement ce que je vais vous présenter. Alors, pourquoi cet ouvrage bien, tout simplement parce que nous cumulons les jubilés. La grotte était découverte il y a à peu près 20 ans. Quand l'ouvrage était presque sous presse, c'était juste il y a 20 ans. Nous avons remis à l'éditeur à l'automne notre copie et c'est en septembre 2000 que Marc Deluc a découvert cette grotte. Cette grotte a un immense potentiel archéologique. Elle est assez connue de nos disciplines, des spécialistes. Elle est assez bien connue également localement. On a fait des dizaines de conférences en Dordogne, on faisait ça le comble à chaque fois. Donc je pense que Cussac est assez connu en Dordogne, mais assez peu au niveau régional et même à Bordeaux, et encore moins au niveau national, en dehors du milieu des spécialistes. Donc voilà, un ouvrage de cette envergure a quelques légitimités. Après, nous sommes à 10 ans de travaux. Ça fait exactement 10 ans que nous avons commencé nos travaux à Cussac, donc un bilan est également attendu. Et nous devions d'abord commencer par des publications scientifiques avant d'aller à un ouvrage de ce type, qui est plutôt de type médiation élargie pour un lectorat un petit peu plus large, parce que nous devons d'abord logiquement accumuler de la science avant de la transmettre. On ne peut pas transmettre quelque chose sans l'avoir accumulé auparavant. Donc on a souvent répondu à cette question et on a fait patienter des gens qui nous réclamaient un ouvrage depuis 12 ou 15 ans. Et nous avions fait cette promesse à Marc qui, hélas, nous a quittés. Donc, vous allez voir, il y a un double hommage à la fois à Marc Deluc et à Norbert Roujoula. Ils sont en photo sur la droite. Alors, je ne vais pas vous lire la totalité de ce sommaire, mais juste vous indiquer quelques points de force de cette présentation. Ce n'est pas une conférence, pour une fois, sur la grotte de Cussac. J'ai fait des dizaines de nous avons fait des dizaines de conférences sur la grotte de Cussac. Ici, nous sommes là pour évoquer le livre qui présente ces travaux. Donc, c'est plutôt l'esprit, c'est présenter le livre plutôt que la grotte. Évidemment, la grotte va transparaître à travers les pages et l'illustration de cet ouvrage. Donc, il y a 4 points forts. Il y a Cussac, la découverte. On va évoquer la découverte, l'histoire et la gestion d'une découverte exceptionnelle. Comment nos collègues ont géré ce moment. Après, comment on étudie une grotte de cette importance aussi compliquée. On décrit un peu la grotte qui est assez particulière. Et puis après, on vous invite à une visite, et on invite, j'espère, les futurs lecteurs, à une visite de la cavité. On tenait beaucoup à ce moment qui est vraiment la colonne vertébrale de l'ouvrage et de bien de nos présentations. On considère qu'il faut connaître le site avant d'en évaluer son potentiel archéologique, scientifique, et puis de disserter sur ces périodes assez lointaines de la préhistoire. Et donc, ces grottes ne sont pas ouvertes au public.
Donc, nous vous devons des visites et nous devons les rendre les plus concrètes et les plus illustrées possibles. Et donc, voilà, cette visite prend un certain nombre de pages et puis elle va occuper un temps de la présentation également. Et après, donc, un petit peu en point d'orgue, Cussac, vie, art et mort au Gravétien, cette période de la préhistoire située à peu près vers 30 000 ans, avec les 3 points forts de Cussac, des vestiges humains, une galerie d'art gravé, et puis des traces. Il y a beaucoup de traces dans Cussac qui, grâce à ces découvertes récentes et très bien gérées, fait que la grotte est parfaitement dans son jus et donc étudiable par un collectif de chercheurs. Et puis, voilà, une dernière diapo pour faire un bilan et vous indiquer qu'il y a également des perspectives de recherche à Cussac. Tout ne s'arrête pas avec ce bouquin. Alors, quelques mots donc sur Cussac, la découverte. Là, j'ai fait des copies d'écran du livre, tout simplement, pour que vous puissiez le feuilleter en même temps que moi. On va commencer par l'histoire et la gestion de cette découverte majeure. Très vite, on entraîne le lecteur dans une présentation géographique. Nous sommes en Dordogne, c'est un pays de grottes, c'est un pays de préhistoire, mais il y a Dordogne et Dordogne. Il y a un fameux triangle qui est Montignac, Sarlat, Les Hésies, où l'essentiel de la préhistoire périgourdine se concentre. Cussac est au sud de ce triangle béni des dieux, de la préhistoire en tout cas. Nous sommes au sud de la Dordogne et presque aux confins du Lot. Avec la grotte de Cussac qui est en rive gauche, sur une petite vallée qui s'appelle le Bélingou, affluent de rive gauche en amont de Bergerac, entre Sarlat et Bergerac. La grotte est très particulière, hein. Elle fait 1,5 km de long. C'est donc une très grande et très linéaire cavité. Et vous avez ici quelques diapositives qui vous montrent, enfin quelques images qui vous montrent les moments très forts de la découverte, assez émouvants, hein. La déclaration de la découverte, les premières expertises, tout ça est raconté dans les premières pages du bouquin. Et puis les premiers travaux de mise en sécurité, de topographie, les premières conférences de presse, les premières publications qui datent de 2001 et qui sont toutes co-signées Norbert Oujoula et collaborateurs, il y en a 4 ou 5. Les premières conférences que Norbert Oujoula et aussi Jean-Michel Genest ont fait dans les premières années. Et puis après, une évaluation archéologique qui était confiée au même Norbert Oujoula, c'est un nom qui revient souvent dans les premières années de Cussac, où il a été en charge d'une sorte de grosse expertise archéologique pendant 4 ou 5 ans. Alors, ces premières pages de l'ouvrage évoquent également les problèmes liés à la conservation du site. C'est un site majeur, mais c'est un site complexe. À qui appartient Cussac? C'est bien beau d'avoir une galerie de 1,6 km, mais voilà, 1,6 km, il y a 13 propriétaires. Donc, il a fallu négocier avec ces propriétaires parce que l'État, très rapidement, a souhaité acquérir le site. Là, évidemment protégé, il est classé au titre des monuments historiques, il est également classé au titre des sites, et il y a un règlement avec des contraintes pour les propriétaires. Une étude hydrologique et climatique a très rapidement été programmée par les agents du ministère de la Culture, de même que des travaux de mise en sécurité. Et vous voyez qu'on circule à Cussac sur des passerelles avec des combinaisons pour ne pas introduire d'éléments extérieurs à la grotte, déstabiliser le moins possible ce milieu naturel qui est très fragile. Et nous expliquons aussi très clairement pourquoi Cussac n'est pas ouvert au public et qui rentre dans Cussac. Parce que souvent, on nous pose la question, est-ce qu'il sera possible de visiter Cussac? Est-ce que je peux avoir un... Non, malheureusement, seuls les chercheurs ou les agents du ministère de la Culture sont amenés à travailler dans Cussac et on explique pour quelles raisons. Alors ensuite, comment étudier Cussac? Comment étudier un site de cette ampleur, de cette complexité? Quel type de collectif de chercheurs faut-il mettre en place? Nous avons maintenant un petit peu cette habitude. Cussac marche dans les pas de Chauvet et aussi d'autres grottes ornées très prestigieuses ou d'Abris-sous-Roche qui ont pu être étudiées dans différents secteurs en France. La France occupe une place leader au niveau international dans l'étude de l'art préhistorique. Donc, nous n'avons pas réinventé le monde, mais nous avons adapté des problématiques qui sont celles d'une connaissance globale d'un site. On ne se précipite pas sur la paroi ornée, on ne se précipite pas sur les restes humains, mais on essaye avant d'avoir une connaissance générale, alors c'est le premier carré vert qui est en haut à gauche, de l'environnement naturel, d'avoir une connaissance globale du site, comment il fonctionne, quelles sont ses particularités internes et externes. La question de l'entrée, on y reviendra. Ensuite, ici en jaune à droite, vous avez la fréquentation animale.
les grottes ont été fréquentées par les animaux. À Cussac, c'est principalement l'ours qui est le premier acteur de la fréquentation. Et puis après, ici, évidemment, pour nous, c'est la partie centrale la plus importante et un peu privilégiée aussi, c'est tout ce qui est l'appropriation humaine. Pourquoi nous travaillons dans ce site et pourquoi nous estimons qu'il est remarquable. Il y a 3 éléments très forts. De l'art pariétal, vous allez voir des images, des dépôts de corps avec des restes humains, et ça c'est tout à fait original, et puis aussi une fréquentation de ce milieu souterrain qui est loin d'être anodine, qui laisse énormément d'empreintes et de traces. Voilà, on a là, ici, en bas à gauche, là, les 3 piliers de la problématique des objectifs, et après on peut les réunir voilà, de manière un petit peu pompeuse avec des termes comme la sanctuarisation du site, l'articulation entre un site fréquenté par des animaux et l'homme. Y a-t-il eu une relation homme-ours, ours-homme, homme-artiste, homme défunt, etc. Un des points forts également, enfin, des points forts, une des particularités de la recherche actuelle dans ce type de site, c'est que les recherches soient les moins invasives possibles. Donc, cela est décrit dans les premières pages du livre, de même qu'il y a également un petit encart sur l'administration de la recherche, parce qu'on estime que le public a le droit de savoir comment fonctionne notre métier, comment il est financé, comment il est autorisé, et croyez-moi, ça représente des milliers de pages et d'heures consacrées à cette mise en place administrative. Alors ensuite, il y a ce qu'on appelle les outils communs ou les disciplines qui contribuent à avoir une connaissance ouverte à l'ensemble des chercheurs. Mais par exemple, disposer d'une bonne topographie. Donc, on commande une topographie qu'on qualifie de précision à quelqu'un qui est un topographe spécialisé du monde souterrain et des grottes en particulier, U.R. Camus. Nous mettons en place ce qu'on appelle un système d'information géographique où toutes les données sont réunies dans des grosses bases de données très, très complexes, gigognes. D'ailleurs, il y a plusieurs SIG en ce moment sur Cussac, on va bientôt essayer de fédérer avec Stéphane Koenig et le CNP et avec nos collègues suisses Xavier Muth et Céline Puig. Et puis, les grottes tournées font l'objet de relevés maintenant tridimensionnels, 3D, donc laser grammétrie, photogrammétrie. Donc, c'est des relevés à haute résolution sur des sites d'intérêt majeur. Et puis, vous le voyez ici sur l'image en bas à droite, des prospections géomagnétiques. Donc, tout se fait à distance. Avec ça, qu'on ne touche à rien. On ne touche pas au sol, on ne touche pas aux parois et on touche très, très peu aux vestiges, seulement par des micro-échantillons. Alors ensuite, il y a plusieurs pages qui sont consacrées à décrire le site par nos collègues des géosciences, collègues géomorphologues, mais également géologues. Les géomorphologues nous indiquent comment replacer dans un cadre régional cette cavité en rive droite, en rive gauche de la Dordogne. Notre collègue Jean-Pierre Platel et ses collègues nous ont précisé le type de calcaire qui a permis le creusement de cette grotte. Nous sommes dans du calcaire du Campanien, voilà, pour les spécialistes en géologie. Et puis Nicolas Perraube, hydrogéologue à Bordeaux, dresse un bilan climatique, hydrologique et aérologique, tout simplement pour surveiller que cette grotte soit toujours en équilibre par rapport au premier bilan postérieur à la découverte. Alors ensuite, voilà, on rentre dans cette partie du bouquin et des conférences en général qui sont, comment dire, assez prisées du public, à savoir qu'on vous emmène, on vous prend par la main, on vous fait rentrer dans la cavité et on vous emmène visiter la grotte sur 1,6 km. Donc voilà, c'est la douzaine de diapos qui vont arriver. Donc évidemment, c'était un crève-cœur de choisir les diapositives et de choisir les endroits où on s'arrête pour prendre le temps de cette visite. Mais encore une fois, Cussac, c'est 1,6 km de visite. Et donc, quand on va quand on rentre, soit on va vers la gauche, on appelle ça la branche aval, et là, il y en a sur à peu près 500 mètres. Alors, dans le livre, il est marqué 495 mètres. J'ai fait une grosse erreur. En fait, c'est 560 mètres.
voilà, je le dis en rigolant parce qu'en fait, ce bouquin va très rapidement être épuisé, donc vous devriez vous précipiter pour l'acheter. Et dès qu'il sera épuisé, on pourra retirer ce livre en corrigeant une de ces erreurs qui m'a sauté aux yeux assez rapidement, hélas. Et côté branche amont, donc si on va sur la partie droite de la cavité, là c'est 1 kilomètre de galerie qu'on peut parcourir jusqu'à son terminus, et il faut 2 à 3 heures avant d'arriver à ce terminus amont. C'est évidemment assez long. Alors voilà, je vous propose cette visite. On commence par la branche aval, qui est la plus importante. Oui, j'ai oublié de vous préciser que j'avais mis branche aval en beaucoup plus gros, parce que c'est le secteur où la recherche se concentre, parce que c'est là où il y a le plus de vestiges, le plus d'art, mais aussi parce qu'il était rapidement équipé et qu'il ne posait pas de grandes difficultés d'accès. Le secteur amont est beaucoup plus compliqué, d'abord au niveau de l'équipement, et puis il y a encore des secteurs qui n'ont même pas été visités par une partie de l'équipe. Donc la partie amont, la visite sera un petit peu plus rapide. Alors voilà, branche aval. Donc, on commence par expliquer comment on accède à la grotte, tout simplement l'entrée, le vestibule, les premiers pas dans la grotte, le tunnel d'accès. Vous avez vu, entreaperçu tout à l'heure une photo où on voit ce tunnel cimenté qui permet de passer sous un éboulis instable qui était installé, construit juste après la découverte. Les premiers pas dans la grotte, c'est ici l'image que vous avez à droite. Et puis, assez rapidement, au bout d'une centaine de mètres, on arrive dans une salle assez vaste qui s'appelle la salle du panneau de la découverte, que vous avez en photo ici en bas à droite. Et après, donc, je vous emmènerai, enfin, on va vous montrer deux, trois diapos sur ce qu'on appelle les locus à reste humain. Donc, ils ont trois numéros, il y a 3 locus, 1, 2 et 3. On passera à un endroit qui s'appelle le bypass. On passera rapidement au panneau de la découverte. Je ne vous présenterai pas, on ne peut pas tout montrer. Un méandre qui s'appelle le méandre du réticulé, c'est le nom d'un des panneaux. Et on arrivera à un 3e locus à reste humain, le locus 3, avant d'atteindre la salle des animaux affrontés. Alors, avant de voir tout ça, le livre est parcouru, scandé, rythmé par des encarts qui sont confiés à des spécialistes qui étudient chacun des sujets en question. Le premier encart, c'est Catherine Ferrier et Stéphane Koenig sur la lecture d'un éboulis, et puis le problème de l'entrée, la problématique de l'entrée, qui est toujours compliquée avec les grottes tournées. On a vu avec Chauvet la difficulté à restituer l'entrée d'origine. Lascaux, il y a toujours des débats. Cussac, c'est un peu pareil. On a une entrée qui a été complètement obturée par de la sédimentation. Il faut s'assurer qu'on est bien sur la bonne entrée. Et quand est-ce que cette entrée s'est obturée? Donc, il y a tout un travail là-dessus par l'écologue géologue Catherine Ferrier, Stéphane Koenig. Et puis après, on a fait un sondage très près de l'entrée. Juste après l'entrée, j'ai procédé, les collègues géologues ont fait ce relevé avec nous. Et là, Dominique Gentil, lui, sa spécialité, c'est de dater. On date avec une méthode qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment, l'uranium-thorium, les spéléothèmes. Alors, on appelle spéléothèmes tout ce qui est concrétion composée de calcite, stalactite, stalagmite, plancher stalagmitique, colonne stalagmitique. Et donc, avec ces datations, on peut savoir qu'il y a un plancher qui date de 8 ou 9 000 ans en surface, et puis au milieu de séquence, on a un plancher à 23 000 ans, et puis à la base de la séquence, on a un plancher ou des concrétions qui datent de 70 000 ans. Et donc, voilà, très rapidement, on peut comme ça avoir des repères chronologiques et positionner le niveau du passage de nos hommes qui ont déposé des corps ou qui ont fait les gravures dans Cussac du Gravétien, à peu près en milieu de séquence. Voilà, on reprend le cours de cette visite, on arrive au panneau de la découverte, ça vous donne... Ah, j'ai fait une mauvaise manip et j'ai éteint la... Bon, c'est pas très grave, vous avez à l'écran excusez-moi, vous avez à l'écran le panneau de la découverte avec ces gravures. Alors, on appelle ces panneaux... aide-moi, Valérie... Excusez-moi, un petit problème technique avec l'éclairage. Les panneaux où se
pose des gravures, on appelle ça des panneaux palimpsestes, c'est-à-dire que les hommes ont gravé un bison, puis un second, puis un troisième, et puis un cervidé, puis un mammouth, et puis tout ça s'est accumulé, c'est enchevêtré, et donc leur étude est difficile, et évidemment, il faut procéder à des relevés pour retrouver l'ordre, ce qu'on appelle la diachronie de ces panneaux palimpsestes. Vous avez ici à l'écran le fameux panneau de la découverte, qui est celui que Marc Deluc a vu en premier, et ici en haut à droite, vous avez le panneau du pont d'argile, avec cette fois-ci un relevé sur le support 3D que fait Valérie et que font Valérie et Camille Bourdier, pour restituer et essayer justement de débrouiller cet enchevêtrement de traits gravés. Alors nous arrivons un petit peu plus loin, à 150 mètres de l'entrée, à ce fameux locus 1 et 2 à restes humains. En haut à gauche, vous avez… alors, tous les restes humains à Cussac sont associés à des bauges d'ours. Alors, une bauge d'ours, c'est un nid, hein, c'est une dépression naturelle qui a été creusée par les ours. Et les hommes ont déposé des corps ou des fragments de corps dans ces bauges d'ours. En bas à droite, vous avez un corps quasiment entier, ce qu'on appelle le locus 2. Et ici, vous avez des éléments osseux, tous les ossements que vous avez à l'écran. Alors, ils sont… Pas déterminable ni par vous ni par moi, hein. C'est uniquement les anthropologues qui sont arrivés à les qualifier, mais tous ces ossements sont des restes humains concentrés dans cette bauge du locus 1. On y reviendra tout à l'heure. Alors, on poursuit la visite. Je vous ai annoncé qu'on allait passer devant un panneau qui s'appelle le panneau du bouquetin, mais je ne vous montre pas de bouquetin, je vous montre deux mammouths qui sont enchevêtrés l'un dans l'autre. Vous avez ici un mammouth en haut avec une énorme bosse et puis l'arcade sourcilière et puis ça file vers la trompe, les pattes. Et puis il y a un second mammouth avec la queue relevée, là, ici en angulaire, qui est enchevêtré dans le premier. Donc vous avez deux mammouths comme ça qui se chevauchent dans ce panneau du bouquetin. Donc là, vous commencez à vous familiariser avec les gravures de Cussac, hein. C'est une gravure de silhouette animale en profil quasi absolu, avec assez peu de perspectives, assez peu de détails anatomiques. On en verra quelques-uns avec le grand panneau, mais très peu. Et ici, en bas à droite, on arrive à la salle des animaux affrontés avec, là, à l'écran, vous avez deux bisons. Vous voyez ce premier bison qui est en profil gauche avec un museau assez puissant, ses cornes parallèles, la bosse ici, une double bosse avec la queue et puis les pattes qui sont rabattues, cette perspective que les collègues appellent biangulaire, hein, ce n'est pas une vraie perspective, c'est plutôt un profil. Et puis ici, on a un autre bison qui vient à sa rencontre, et puis un cheval qui file vers la droite. Et puis les petites traces que vous avez sont des griffades d'ours qui sont toujours antérieures aux gravures. Alors nous poursuivons la visite. Dans cette même salle des animaux affrontés, il y a quelques silex. Il y a deux lames de silex, donc évidemment on les a étudiées. En tout cas, l'une d'entre elles a été sortie, étudiée, analysée. On a même une expertise tracéologique. Ça, c'est le travail de nos collègues Laurent Claric et Hugues Plisson. Là, vous avez à l'écran une lame en silex du Bergeracois. Nous sommes quasiment aux portes du Bergeracois, donc ce n'est pas une surprise. C'est un très bon débitage. Ce n'est pas une lame, on va dire, du quotidien, une lame pour la vie de tous les jours. Ce sont des très bons débitages laminaires qui montrent qu'ils ont introduit dans la grotte des produits de haute technicité. Souvent, on trouve dans les grottes tournées des éléments assez remarquables. Et puis sur la gauche, là, vous avez du charbon au sol ou du charbon en paroi. Et ce charbon, il témoigne de passage, de mouchage ou de marque. Et en fait, ce charbon, ça nous permet de l'analyser, de le dater. Et donc, nous avons des datations obtenues aux dépens de ces charbons qu'on trouve au sol ou en paroi. Ça, c'est le travail d'Isabelle Théry et Hélène Valadas. Alors nous poursuivons cette visite, on arrive pratiquement à la salle du grand panneau et pour aller à la salle du grand panneau, on est obligé de se baisser là dans une espèce de réduit qui est toujours avec une mare assez désagréable pour les visiteurs. Après le grand panneau, on peut aller jusqu'à la cascade et puis après, il y a encore le panneau du passage. On arrive au panneau du fond. Je montrerai une photo sur le panneau du fond. Alors ici, c'est juste avant l'arrivée au grand panneau, donc on est presque à 300 mètres de l'entrée. Et sur la gauche, il y a un panneau qui est très difficile à voir. Il faut être sur la pointe des pieds. Il est même difficile à voir dans son entièreté quand on est sur le cheminement. On circule dans un cheminement qui est évidemment très contraint. Vous l'avez compris,
je pense. Et ce panneau de l'empreinte, il montre des figurations assez originales. Il y a des animaux assez curieux qu'on a du mal à qualifier. Cet animal de gauche est complètement délirant, on dirait un personnage de Walt Disney. Enfin, d'ailleurs, sur le chat, vous pouvez nous faire des propositions pour qualifier cet animal. Hein. Si certains d'entre vous ont des idées, nous sommes preneurs, nous avons ouvert l'interrogatoire à idées, la boîte à idées pour qualifier cette bestiole bizarre de Cussac, très cussacienne. Et puis sur la droite, ici, vous avez ce qui est assez courant en préhistoire, ce sont des sexes féminins, on peut avoir des sexes féminins ou masculins. C'est un grand classique auquel il faut s'habituer. Les préhistoriens le sont. Ceux qui connaissent un peu moins bien la préhistoire peuvent être déstabilisés par ce genre de représentation. Mais des représentations sexuelles féminines, ici on en a 3 qui se suivent juste à côté de la tête de l'animal étrange que je viens de vous décrire rapidement. Et donc nous arrivons. Et ça, c'est un moment très fort de la visite. Nous avons été témoins de plusieurs visites avec des préhistoriens qui avaient quasiment les larmes aux yeux, tellement ils étaient impressionnés par ce grand panneau. Ce grand panneau, nous sommes à 310 mètres de l'entrée. Donc déjà, là, on est à 2 ou 3 heures de visite par rapport à une visite un petit peu spécialisée. Et il est vraiment gigantesque, il est monumental, il est impressionnant. On est dominé par ce grand panneau qui est en plus assez plafonnant. Et vous le voyez, hein, j'ai sorti 2-3 copies d'écran par rapport à certaines de ces représentations emblématiques. Ici, vous avez un cheval qui est absolument extraordinaire en profil droit, magnifiquement gravé, en profil absolu. Ici, un mammouth complètement recouvert de tracés pour évoquer la toison du mammouth, et ce mammouth est opposé à une petite représentation féminine. Je ne sais pas si vous la voyez à l'écran. Ceux qui sont habitués à ce genre de représentation, qui ont visité par exemple le musée d'Aquitaine et qui connaissent l'Ocel, sont habitués à ces représentations féminines assez déformées, il faut bien le dire, avec une poitrine très généreuse, une tête minuscule, l'absence de bras, l'absence de jambes. Tout ça est assez curieux. Et en plus, associé à un mammouth. Et cette association mammouth-représentation féminine existe à Cussac par 3 fois. Elle existe également à Pêche-Merle, dans le Lot. C'est donc une espèce de thématique assez courante pour nos amis gravétiens, cette association femme-mammouth. Et vous le voyez au centre, là, cette représentation très, avec une aide à la lecture qu'a réalisée Valérie pour essayer de comprendre l'organisation, la structure de ce grand panneau qui est immense. Hein. Il fait 10 mètres par 6, presque 45 mètres carrés sont gravés. Essayez de regarder là où vous êtes ce que représente 10 mètres par 6. À moins d'habiter un château ou dans une salle de classe, je pense que peu d'entre vous sont dans des pièces qui font 10 mètres par 6. C'est vraiment immense. Et il y a à peu près 150 figures, des comptes vraiment tout à fait provisoires, qui peuplent ce grand panneau. Voilà, nous avons presque terminé la visite de la branche aval. Nous arrivons après le passage d'une cascade dans des secteurs où la plupart de nos collègues de l'équipe ne vont pas. Et la plupart des préhistoriens qui ont la chance d'être invités sur les doigts d'une seule main une fois par an à Cussac ne visitent pas non plus parce que voilà, c'est un petit peu étroit, c'est très fragile. On a des secteurs qui sont très calcités, très blancs, qu'on a du mal à salir avec nos passages et des bottes un petit peu boueuses parce que ce secteur-là n'est pas complètement équipé. Et là, après le franchissement d'une cascade, d'une étroiture, nous arrivons à presque 500 mètres de l'entrée. Et nous arrivons au panneau du fond qui est complètement lacéré aux dépens d'une paroi très très tendre, un calcaire vraiment gréseux, presque sableux, et qui a, on dirait presque du beurre, qui a permis qui a permis aux hommes ou aux femmes d'ailleurs de s'approprier un support malléable, plastique. Et ils se sont donnés à cœur joie. Là, il y a des centaines et des centaines de figures très, très difficiles à voir. Là, vous avez un grand mammouth, très, très sommairement croqué par des coups assez vifs dans l'argile malléable. Voilà, je vous ai emmené presque au fond de la branche aval de Cussac et maintenant nous allons revenir vers l'entrée très très vite. Voilà, c'est l'avantage des conférences. En quelques secondes, on revient vers l'entrée et cette fois-ci, je vous emmène en 5 ou 6 diapos jusqu'au terminus amont. On va faire en 5 ou 6 diapos presque 1 kilomètre sous terre.
Donc l'amont, 1050 mètres. 1050 mètres, 1 kilomètre sous terre. C'est très long, 1 kilomètre sous terre, surtout avec plusieurs étroitures, plusieurs passages difficiles. Et penser que ces groupes se sont appropriés cet espace contraint avec des luminions, avec des lampes, avec des torches, avec un équipement très peu sophistiqué. Nous-mêmes avons du mal à circuler dans un espace aussi contraint, donc on est toujours assez respectueux de leur progression et de leur folie de prospection pour aller jusqu'au terminus de cette grotte. Ils ont fait le kilomètre, ils ont fait des kilomètres aller-retour sous terre, c'est très impressionnant. Donc ici, une image très rapide du panneau de l'entrée, mais qui est difficile à lire parce qu'il est recouvert de calcite, d'où ce croquis. Et puis ici, on a une représentation d'un animal qu'on a appelé, que Valérie a appelé le cavicorne. Le cavicorne, c'est un terme que Breuil donnait aux animaux qui ont une espèce d'encornure, mais qu'on ne peut pas qualifier. Donc, on ne sait pas trop si c'est un bouquetin ou si c'est un cervidé, plutôt un cervidé d'ailleurs. Il est assez curieux. Alors, il est comme ça, croqué sur le vif et avec cette espèce d'effet graphique, parce qu'en fait, il est dans une des rares parcelles qui est encore privée, et le propriétaire, ou plutôt les héritiers du propriétaire, nous interdisent d'y travailler pour le moment. Donc, voilà, on fait des croquis de lecture et on est dans une partie du site qui est assez contrainte au niveau de son autorisation de travail. Voilà, on va vous emmener jusqu'à des secteurs où on trouve un tout petit peu de peinture. Il y a très peu de peinture dans Cussac, seulement quelques tracés ou autres ponctuations. Voilà, on continue, on est toujours dans le secteur privé avec en fait, il y en a deux, mais là, je vous en montre qu'un, silhouette de rhinocéros, incroyablement spectaculaire. Ce rhinocéros, il nous domine. Quand on est dessous, on est quasiment sur le dos pour le voir. Il nous domine complètement et il mesure 2 mètres par 1,10 m. Donc, c'est vraiment des gravures monumentales. Il y a un côté comment dire, assez fou du gigantisme figuratif dans Cussac. Alors, il y a également un encart, dû à la plume de Nathalie Fourment sur comment s'éclairer dans Cussac. Vous avez ici des mouchages de torches ou des marques qui sont faites au charbon de bois. Et ici, une lampe, ce qu'on appelle une lampe fixe. Il y a plusieurs lampes dans Cussac et il y a cette lampe qui est dans un des secteurs les plus étroits, les plus contraints en termes de topographie et de progression. Et c'est probablement pas un hasard s'ils ont installé cette lampe fixe à cet endroit très, très étroit de Cussac. Voilà, donc vous pourrez lire l'encart de Nathalie si vous êtes intéressé par l'éclairage et les feux dans les grottes. Alors nous arrivons à un secteur qui fait aussi un petit peu la force et l'originalité du site, c'est le secteur des panneaux des figurations féminines. Alors l'une d'entre elles a été très reproduite et d'ailleurs elle fait la couverture du livre, c'est celle qui est ici un petit peu plus grande, elle est un petit peu plus grande, l'autre est juste à côté. En fait c'est le même panneau, elles sont à moins d'1 mètre de distance l'une de l'autre et toutes les deux, voilà, en profil absolu, elles regardent vers l'entrée comme si elles voulaient sortir. Et puis, j'ai déjà décrit un petit peu ces profils gravétiens avec voilà, très, très peu de représentation du visage. Notez qu'une des deux figures a une espèce de ceinture. Après, il y a des conventions graphiques assez étonnantes. Regardez ici, celle-là, ces jambes qui ressemblent d'ailleurs étrangement aux pattes d'un mammouth de la branche aval, qui sont dominées par un ventre angulaire assez proéminent, des seins, des petits bras amorcés. Celle-ci aussi a un ventre un peu prononcé. Donc, il est évident que certains collègues y ont vu des signes de grossesse et autres détails de la vie féminine. Ça fait évidemment, et pas que Cussac, c'est valable également pour l'Ocel et bien d'autres, couler pas mal d'encre. Et puis, un tout petit peu après, une dizaine de mètres après, ce secteur très particulier du méandre des figures féminines se termine par une représentation absolument admirable et très impressionnante d'une oie. Alors évidemment, nous sommes en Périgord, c'est facile, mais les oies, même en Périgord, sont rarissimes. Et en plus, celle-ci est magistralement gravée, elle a énormément de classe, le trait est parfait, elle est en profil, elle se retourne, et elle aussi se retourne vers les femmes et vers l'entrée, et elle vient clore une série très originale de motifs graphiques.
voilà, qui nous préoccupera dans les années à venir. On a l'intention de faire un travail de thématique sur ce secteur très original. Après, voilà, de Loire au Grand Canyon, entre 250 et 680 mètres, il n'y a absolument plus aucune gravure. Par contre, on a toujours des traces, des indices, des vestiges de la présence humaine, des marquages rouges, des ponctuations, des marquages noirs, quelques vestiges au sol. Et ici, on arrive à 600, alors je ne sais plus, je ne me rappelle plus, c'est 610 mètres, voilà, c'est marqué 600, on est à 610 mètres de l'entrée. Et il y a une pointe en bois de renne, travaillée, polie, façonnée et même gravée, encochée. Et cette pointe, par sa technique, est tout à fait typique du gravétien, d'après notre collègue Nejma Goutas, qui est spécialiste de ce genre d'objet. Et c'est très intéressant parce que nous sommes au contexte gravétien, on a très peu d'objets, et le peu d'objets que nous avons sont typiquement gravétiens. Donc ça tombe très bien. Et en plus cette pointe n'est pas une sagaie, mais bien une pointe qui sert un travail, peut-être un travail d'incision, parce que Nejma évoque une possibilité d'un outil de gravure. Alors, je ne sais pas comment on pourra démontrer ou ne pas démontrer ça, mais si on pouvait le démontrer, ça serait absolument extraordinaire parce qu'on n'a pas d'outil de graveur, hein, c'est très très rare, en tout cas en bois de cervidé. Et en plus, juste à côté, alors la photo n'est pas très spectaculaire, mais il y a quelques gravures, il y a un mammouth avec des tracés digitaux qui sont juste à côté de cette pointe. Donc, est-ce que c'est l'objet qui a servi à dessiner ces ultimes gravures à 600 mètres de l'entrée? Et puis en bas, ici, voilà, c'est pas très spectaculaire, c'est pas les meilleures gravures de Cussac, mais nous sommes presque à 800 mètres de l'entrée. Il faut au moins 2 heures pour aller à 800 mètres de l'entrée, sans musarder, hein, juste comme ça, en entrant et sans s'arrêter, il faut pas loin de 2 heures pour aller. Donc, c'est pas un acte anodin que d'aller graver à 800 mètres de l'entrée, voilà, ce qu'on a appelé le panneau de l'oiseau. Et ce parcours en branche amont se termine donc à presque 1 kilomètre. Alors, il y a une espèce d'étroiture épouvantable qui, à 1 kilomètre, permet de faire les 50 derniers mètres et d'aller jusqu'à 1040, exactement 1050. Enfin bon. Où là, l'homme, visiblement, n'est pas passé, puisqu'après, on n'a plus que des vestiges d'ours, mais on n'a pas les traces de l'homme. Mais par contre, sur 1 kilomètre de long, je vous l'ai dit, on a des marques noires pratiquement tout le temps, tous les 10 ou 15 mètres, il y a une marque noire, une marque rouge, au sol, au plafond, sur les parois, sur des concrétions, sur des stalagmites, sur des draperies, sur des stalactites. Toujours, on a ces marques qui scandent, qui rythment, comme si on avait voulu indiquer le chemin à ceux qui le fréquentent. Et puis, bon, alors c'était très difficile, et même si l'éditeur était compréhensif, de ne pas mettre quelques photos des beautés minérales de Cussac. Parce que Cussac n'est pas qu'un site anthropisé, il y a aussi des beautés minérales absolument époustouflantes dans cette grotte, et notamment dans la partie terminale, à 800, 900 mètres, 1000 mètres, il y a des concrétions qui sont absolument splendides et magnifiquement conservées. Voilà. Alors maintenant, je terminerai, enfin, non, je ne termine pas tout à fait, mais enfin, je vais vous raconter quand même je vais ponctuer cette présentation de quelques informations plus thématiques, hein. C'est la 4e partie de l'ouvrage qu'on a appelé Cussac, vie, art et mort au Gravétien, avec ces 2 chevaux là qui sont en opposition, tous les 2 qui relèvent du grand panneau d'ailleurs. Alors là, il y a aussi quelques encarts qui viennent compléter l'information de chapitres, hein. Par exemple, la première partie de cette partie, c'est consacrée aux vestiges humains. Donc, c'est coordonné par nos collègues anthropologues, Sébastien Villotte, Sacha Kaki et collaborateurs. Et donc, il nous raconte par le détail le locus 1 et ses 85 restes. NR, ça veut dire nombre de restes, hein, les nombres de vestiges qu'on a trouvés. Alors, locus 2, il y en a une centaine, mais il y a un individu quasi complet. Donc, c'est un petit peu plus facile. Mais on va voir avec le locus 1 qu'il s'agit de miettes osseuses, de fragments osseux de vestiges humains.
Au locus 3, il y en a plus d'une centaine. Donc, voilà, il y a à la fois un bilan, ce qu'on appelle bio-anthropologique, c'est-à-dire qu'on essaie de qualifier les vestiges, quel âge ont-ils, s'agit-il d'hommes ou de femmes, d'enfants. Il y a plutôt enfin, c'est pas plutôt, jusqu'à présent, il y a des adolescents et il y a des adultes. On n'a pas d'enfants. On n'a pas de nouveau-nés comme dans certains sites. Le nombre d'individus, ça c'est un calcul très savant des anthropologues, varie et suivant les modalités de calcul entre 5 et 6. Maintenant, on est plutôt sur 6 individus minimum. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas 7, 8 ou 9, mais il y en a au moins 6. Et puis, dans ce chapitre, il nous explique également la place de ces vestiges osseux dans le paysage funéraire du Gravétien, qui est assez bien connu en Europe, puisqu'il y a pas mal de sépultures. Voilà, il y a un encart qui est également dû à nos collègues géologues et qui reconstitue les niveaux d'inondation et de décantation de la grotte. Elle a subi toute une histoire géologique assez mouvementée. Et à un moment donné, ces vestiges humains ont été envahis par l'eau, ils ont été recouverts d'eau, l'eau s'est retirée très tranquillement, il y a un dépôt d'argile, de film argileux qui vient juste recouvrir les ossements, sans trop les chahuter, mais un petit peu quand même. Et d'autres ont été épargnés par ces mouvements d'inondation et de décantation. Et puis également, un petit encart sur la paléogénétique, paléogénomique. Alors pour le moment, ça ne donne pas encore énormément de résultats, mais Marie-France de Guillot a quand même fait une petite synthèse préliminaire sur cette étude paléogénomique des vestiges humains de Cussac. Alors les vestiges humains de Cussac, c'est très très compliqué. C'est une histoire complexe. Ils sont tous associés à des Bauges d'ours. Mais il manque les crânes. Je vous ai parlé de 6 individus, or il y en a 5 où on n'a pas les crânes. Donc, c'est déjà assez étonnant. Et il n'y a pas de problème dû à une fréquentation animale ou à des prédateurs qui auraient bouleversé le site. Ce que concluent les anthropologues, c'est que ces vestiges, enfin en tout cas les ossements ou les morceaux de corps ont été déplacés, ils ont été prélevés, ils ont été manipulés. On parle de manipulation post-mortem. On parle également de dépôts secondaires. Donc on a une histoire qui est incroyablement longue et complexe dans ces locus à vestiges humains de Cussac, et notamment le locus 1 que vous avez ici en photo à gauche, où vous avez, alors là c'est pour un roman de Fred Vargas, hein. On a vraiment une histoire terriblement, j'allais dire, douloureuse et complexe. Et là, ce qu'on voit sur le terrain, ce sont des fragments osseux qui résultent d'une histoire assez complexe et assez bizarre, qui est assez loin de nos standards sépulcraux funéraires. Alors, il y a également un encart qui est dû à notre collègue qui était en poste en Australie, là, Eileen Scotsman, mais qui est en fait belge et qui travaille sur l'os dégradé. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de fragments blanchâtres, et on s'est aperçu que certains de ces fragments blanchâtres étaient de l'os décomposé. Ben oui, mais ça, c'est super intéressant, parce que ça veut peut-être dire que dans d'autres Bauges où nous avons des restes blanchâtres, il y avait peut-être aussi des restes humains, mais qui se sont complètement décomposés. Donc, il y a un gros travail là-dessus avec Eileen. Voilà, et puis la seconde diapo sur l'anthropologie, c'est de la reconstitution, quand c'est possible, et notamment pour le locus 2, où on a un individu qui est quasiment complet, eh bien, on peut faire une reconstitution. Il a été déposé sur le ventre. C'est un adulte dans la force de l'âge, entre 40 et 50 ans. Voilà. Il n'a pas de pathologie alors qu'il a été déposé sur le ventre, ce qui n'est pas une position habituelle. Il n'y a que 2 sites en Europe sur la soixantaine où on a des individus qui sont déposés sur le ventre. Et dans les autres sites, ce sont des individus à forte pathologie. Donc, on pensait que Cussac pouvait aussi être à pathologie, mais nos collègues anthropologues ne l'ont pas encore identifié. Et puis ici, une reconstitution qu'on a pu faire avec les techniques de l'imagerie maintenant qu'on fait, l'imagerie médicale. Bon, c'est des techniques qui sont assez bien développées à Bordeaux, qui sont ici l'œuvre de Pierre Guillaumard, où on passe ce qu'on appelle l'os sec, de l'os sec à un os qu'on habille au fur et à mesure, et on finit par reconstituer in fine avec évidemment quelques libertés d'interprétation. Évidemment, on peut lui faire les cheveux courts, longs, une barbe ou pas de barbe, mais l'essentiel de la reconstitution en dehors de l'aspect pileux et de la pigmentation est tout à fait juste. Alors, 2 images également sur ce chapitre consacré, gros chapitre consacré à cette galerie d'art gravé de Cussac. Alors,
l'art pariétal de Cussac, c'est un art qui est monumental. Je vous l'ai déjà dit, la plus grande des gravures fait 3,50 m de long. C'est immense, 3,50 m de long. Seuls les taureaux de la rotonde de Lascaux sont plus grands que ce bison de Cussac. Après, il y a également le dialogue entre un support assez original et une pensée. Voilà, on sait bien entendu que cet art n'est pas un art décoratif. C'est d'ailleurs le terme grotte ornée m'insupporte. Non, ce ne sont pas des grottes qui sont ornées. Elles sont investies de gravures qui ont un sens, qui racontent un fragment d'histoire et d'une pensée. Il y a de la spiritualité derrière ces gravures. Donc Valérie et Camille ont intitulé cette partie Dessin et dessin, avec un jeu de mots. Plus vivant que nature, parce que certains des animaux sont assez expressionnistes, ils sont en train de bondir, en train de courir, de sauter, il y en a qui sont à l'envers ou la tête en bas, il y en a qui regardent vers l'entrée, d'autres vers le fond de la grotte. Tout ça a un sens, bien sûr. Certains sont incomplets, d'autres sont des segments animaux. Donc ça raconte quelque chose, il y a des acteurs, il y a un récit, il y a un art qui est fait pour être vu, et puis il y a quelques représentations qui sont discrètement placées dans des endroits beaucoup plus cachés, beaucoup plus secrets. Et enfin, c'est un art qui est hyper gravétien. Pour n'importe quel préhistorien qui a un petit peu d'érudition, quand on visite Cussac, on dit « Ah, ça, c'est gravétien, c'est Gargasse, nous sommes dans le gravétien ». Voilà, il y a du gravétien à Isturitz également, à Pêchemer, la Cougnac, dans pas mal de sites du Quercy et aussi un peu en Périgord. Alors, il y a une partie qui s'appelle Rencontre d'une matière et d'une pensée. Le support a évidemment de l'importance. Donc, je vous ai dit qu'il y avait un support qui était... C'est pour ça qu'on fait étudier le support par des géologues, pour savoir s'il y a une relation forte entre la géologie et l'art gravé. Un calcaire gréseux, d'âge campanien, avec parfois des espèces de filonnets d'argile, et on voit les traces des tracés digitaux qui recoupent ces filonnets d'argile et qui ont même laissé des empreintes digitales tellement c'est impeccablement conservé. Après, ici, on a une petite reconstitution due à Valérie qui nous permet de savoir qu'ici, bon, on a l'arrière d'un bison qui a été figuré par un droitier. On connaît à peu près le sens du mouvement, le sens du trait, les effets techniques pour donner un peu de relief à la partie arrière de l'animal, avec un demi-relief dit à l'égyptienne. Les historiens de l'art savent ce que c'est qu'un relief à l'égyptienne. Et puis, bon, voilà, des photos qui vous montrent, des images qui vous montrent les spécificités graphiques, anatomique aussi, figurative, j'ai dit tout à l'heure expressionniste de cet art de Cussac, qui n'est pas très, qui est très différent du magdalénien. Si vous connaissez Fond de Gaume ou Rouffignac ou les Combarrel, ça c'est du magdalénien. Dans le gravétien, c'est assez différent. Hein. On a des conventions graphiques qui se distinguent de ces périodes. Voilà, deux encarts sur l'art, un encart dû aux géologues qu'on retrouve, qui nous font une géoarchéologie la paroi ornée, pour qu'on comprenne bien cette articulation entre le choix du support et ses spécificités naturelles, et aussi son évolution, ses problèmes de conservation, ça intéresse le conservateur, et puis un encart qui est dû à une doctorante qui va d'ailleurs soutenir dans quelques jours à Bordeaux, Armance Joutot, qui, elle, travaille sur la perception, l'acoustique et l'appropriation de l'espace souterrain investi, et donc pour savoir si c'est un art qui était destiné à être vu, si la cavité a des propriétés acoustiques à l'endroit où ils ont choisi de graver, et si ces panneaux étaient faciles d'accès ou au contraire beaucoup plus contraints. Voilà, alors la dernière partie, l'avant-dernier chapitre avant le bilan final, c'est sous la plume d'un quatuor, Nathalie Fourment, Lisiana Ledoux, qui est actuellement en postdoctorat en Espagne, à Santander, Frédéric Maxud et Marc Deluc, qui hélas nous a quittés, et une foule de collaborateurs. Cette partie s'appelle des ours et des hommes. Les tracts dans Cussac. Alors, les tracts, qu'est-ce qu'une traque? Alors, qu'est-ce donc que les tracts? Alors, tract, c'est un acronyme qui est pour traces d'activité. Donc, en fait, ce sont les activités à la fois humaines et animales qui sont très abondantes, omniprésentes. En tout cas, les traces d'ours sont omniprésentes dans Cussac.
Après, nous avons des concrétions. Des concrétions ont été marquées, elles ont été cassées, elles ont été déplacées, regroupées. Et puis, on a évidemment les traces de passage, avec des traces de couleur en paroi ou des traces de passage au sol, des empreintes carrément. Donc ça, vous allez voir, c'est un gros encart dû à Lysiana Ledoux. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'ichnologie. Alors, ichnologie, ichnos, alors c'est pas iconos, hein, c'est ichnologie, c'est l'empreinte. Donc la science des empreintes. Et ici, c'est plutôt les empreintes au sol. Alors, un des problèmes de Cussac, c'est que nous avons beaucoup d'ours. Et l'ours, eh ben, il est un petit peu plus voyant et gros que l'homme. Donc, il laisse des empreintes qui sont nettement en sa faveur en termes de conservation. On a l'impression que les ours ont fait des allers-retours dans Cussac, vraiment se sont appropriés cette grotte en totalité. Et les hommes sont presque venus sur la pointe des pieds. En tout cas, ils n'ont laissé que très peu d'empreintes. Et pourtant, ils sont passés après les ours. Mais on voit assez mal leurs empreintes. Et en plus, leurs empreintes ont parfois été recouvertes de sédiments, les fameux niveaux d'inondation que je vous ai évoqués. Et donc, Lysiana a eu énormément de mal à identifier à peu près une trentaine d'empreintes, assez difficiles. Mais elle a découvert quelque chose qui est certainement très, très intéressant, c'est que ces empreintes étaient rarement des empreintes de pieds nus. Et donc, ça rajoute à la difficulté parce que des empreintes de pieds chaussés, s'il s'agit bien de pieds chaussés, sont un peu plus difficiles à lire. Regardez sur une plage, les empreintes de pieds nus, on les voit tout de suite. Et si vous mettez un soulier souple en cuir, l'empreinte, elle, c'est un peu moins facile à voir. Et elle a réussi à débrouiller cette question des empreintes, peut-être de pieds chaussés dans Cussac. Et puis après, il y a énormément de traces de matière colorante, je vous l'ai déjà dit, noire ou rouge. Donc là, on a deux encarts, un à nos collègues qui travaillent sur la matière noire, Stéphane Koenig et Dominique Lafont, et qui donc essayent de déterminer s'il s'agit de charbon ou de manganèse avec des techniques qu'on appelle non invasives. Et pour les matières rouges, c'est Hélène Salomon qui nous vient de Chambéry et qui a fait sa thèse sur les ocres. Alors on dit matière colorante quand on ne sait pas les qualifier. Ça évite de dire c'est de l'ocre. Si on dit c'est de l'ocre, il faut démontrer que c'est de l'ocre. Si on dit matière colorante rouge, c'est un tout petit peu plus prudent dans un premier temps. Alors, il y a également un autre encart qui est dû à nos collègues paléontologues et archéozoologues. Il y a quelques vestiges dans Cussac, il y a surtout de l'ours, et il y a quelques vestiges, j'allais dire qui traînent ici ou là, mais il y a très très peu de vestiges en fait dans la grotte, et en plus, on n'a pas fouillé, donc il y a pas, le bilan est assez faible pour le moment côté faune. Voilà, donc cette dernière diapositive vous résume, tente de vous résumer, puis essaye de vous inviter aussi, parce que c'est un petit peu le but de cette présentation, à lire et à feuilleter et à découvrir l'épaisseur documentaire de nos travaux. Donc, voilà, dans ce bouquin, il y a 10 ans, 10, 11 ans maintenant, presque 11 ans, 11 ans de travail d'une quarantaine de personnes qu'on a essayé de résumer, surtout qu'on a essayé de rendre le plus accessible possible, y compris pour des non-préhistoriens. On tient beaucoup, enfin moi je tiens beaucoup à cette notion parce que nous sommes quasiment tous ou fonctionnaires ou parafonctionnaires ou privés, mais payés sur des subventions allouées par le ministère de la Culture ou par nos institutions respectives, le CNRS, les universités, etc. Et donc, c'est de l'argent public. Mais donc, cet argent public, il faut qu'on le restitue sous une forme et assez rapidement, sans trop tarder. Et je pense que ce genre de bouquin, voilà, c'est un média pour nous d'atteindre un public qui n'est pas un public d'anthropologues ou de préhistoriens ou de géologues. Et donc, voilà, on essaie de résumer tout ça. Et donc, ce bilan-là, il y a une triple ouverture. Il y a d'abord quelques pages qui nous résument la manière dont on a daté Cussac. Bon, finalement, on n'a pas trop de problèmes pour dater Cussac. On en est plutôt, comment dire, assez soulagé parce que quand on voit les problèmes qu'ont rencontrés nos collègues, soit à Chauvet, soit à Lascaux, où certains débats sont toujours pas terminés, même si on a énormément d'informations sur ces sites, bien sûr, mais il reste quand même encore des interrogations sur certains de ces sites, ou en tout cas, il y a des contestations. Cussac, on n'a vraiment aucun problème de datation. On a très peu de datation, elles sont toutes concordantes. Et en fait, on résume ça assez facilement. L'ours passe avant les hommes. Il vient
probablement une première fois il y a très très longtemps, mais là on n'a pas encore de datation. Après, il y a une seconde génération d'ours qui, elle, est datée vers 50 000 ans, 40, 45, 50 000 ans. Bon, on essaiera d'affiner un peu tout ça, mais je ne dis pas que c'est anecdotique, mais l'ours vient avant les hommes, il y a longtemps. Là, on est encore à l'époque de Néandertal. Et puis après, voilà, les ours disparaissent. Hein. Les derniers ours des cavernes en France, en tout cas dans le sud-ouest, disparaissent, je ne sais pas, vers 20, à peu près à l'âge de Cussac. Ils ont presque pu croiser des ours. Hein. Et donc, les hommes ne viennent quand les ours ont quitté la grotte et s'approprient ces grottes une fois qu'il n'y a plus d'ours. On a, contrairement à Chauvet, où on a ours, homme, ours, homme, à Cussac, nous avons un schéma beaucoup plus simple, c'est ours, ours, homme. Voilà. Et donc, les hommes viennent vers 30 000 ans. Cette période est à... Ah, pardon, j'ai fait une mauvaise manip, je suis revenu à la première diapo. Cette période est appelée le paléolithique récent. On l'a longtemps appelé paléolithique supérieur. C'est une appellation un peu du siècle dernier qu'il faut balayer un peu de manière un petit peu brutale maintenant. Et je remercie d'ailleurs au passage Vincent qui fait cet effort d'actualité terminologique en parlant de paléolithique récent au musée d'Aquitaine. Oui, ce paléolithique n'est pas supérieur aux autres. Il est juste plus récent. Oui, il est magnifique, oui, il est éblouissant par ses développements artistiques, techniques, mais il n'est pas forcément supérieur à ce qui précède et pas forcément supérieur à ce qui succède. Donc, appelons-le paléolithique récent, et cette période s'appelle le Gravétien. Voilà. Et donc, à Cussac, nous avons des datations assez concordantes sur ce Gravétien. Vous voyez, 29 000, 29 000, 31 000. Nous avons daté des os humains, nous avons daté des charbons au sol et des charbons en paroi. Et à chaque fois, les datations sont toujours concordantes. Voilà. Après, les hommes finissent par quitter la grotte. Alors ça, il y aura probablement des questions pour pourquoi ont-ils quitté la grotte? L'ont-ils fermée? La grotte, le porche s'est-il éboulé? On a encore beaucoup d'interrogations là-dessus. Et après, on a la formation d'un plancher stalagmitique qui vient un petit peu sceller tout ça, en tout cas dans le secteur de l'éboulis. Il y a quelques vestiges qui traînent au sol, mais qui sont déconnectés avec l'occupation principale. Et après, on a une très grosse phase de concrétionnement pendant ce qu'on appelle l'Holocène. Hein. C'est à la fin des temps glaciaires, la période devient tempéré, humide, et il se forme un très gros concrétionnement qui va modifier un peu la physionomie de la cavité. Donc nous, quand on visite la cavité actuellement, on visite une cavité qui est très concrétionnée. Elle l'était déjà, mais il y en avait un tiers en moins à peu près. Voilà. Après, il y a 2 pages également sur la vie et la mort à Cussac. Je vous ai un petit peu résumé tout ça et je vous recommande évidemment la lecture de ces dernières pages de bilan. Et puis, évidemment, ça, les chercheurs sont en général assez vigilants. Nous sommes pratiquement au milieu du gué à Cussac. Nous n'avons fait qu'une dizaine d'années d'études. Il en faudrait 30 ou 50 pour avoir un bon bilan d'une grotte aussi complexe et aussi riche. Je n'aurais pas je n'ai pas la prétention de passer 50 ans de Cussac, mais je pense qu'encore une décennie de recherche pourra amener certainement on commence seulement à tirer certains fils qui commencent à nous donner des bons résultats, que ce soit en anthropologie ou sur l'art. C'est seulement au bout de 10 ans sur un site aussi compliqué, aussi riche, qu'on peut commencer à en prendre la mesure et à rebondir et à réajuster sa problématique et ses objectifs. Donc voilà, la recherche est encore ouverte. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention et puis je vais quitter le partage d'écran et puis je crois que maintenant le jeu des questions, je vais laisser Vincent peut-être gérer cette dernière partie de la présentation. Vincent, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je quitte mon Oui, partage d'écran. s'il y a besoin, tu reviendras si tu as besoin de certaines images pour répondre aux questions. Donc déjà, merci pour cette présentation qui était vraiment très au top et très lisible pour le grand public. Avant les premières questions, nous répondons à ta question. Donc, les propositions par rapport à l'animal étrange, on a eu le cheval, le dragon, le dahu, le dodo. Mais c'est vrai que l'hypothèse d'un oiseau, et moi je pense plutôt regarder du côté des limicoles, ces oiseaux à long bec qui permettent de fouiller dans la vase, ça peut être intéressant.
D'autres questions ont été écrites dans le chat. D'abord, est-ce que les dessins prennent en compte la présence des griffades d'ours? Est-ce qu'ils sont intégrés à la composition ou est-ce que c'est tout à fait par hasard que les hommes sont venus mettre les gravures sur ces panneaux-là? C'est une excellente question. Je vais laisser Ouais. Valérie répondre tellement c'est une Effectivement. bonne question. Oui, pour l'instant, à chaque fois qu'il y a des jeux... Arrête de bouger, ça va me donner mal au cœur. Oui, mais il faut qu'on te voit quand Oui, même. bon, oui, donc à chaque fois, les ours sont venus toujours avant. Il n'y a jamais de superposition de griffades d'ours au-dessus des gravures. Comme le disait Jacques, pour l'instant, ils sont vraiment toujours antérieurs. Et on ne sait pas trop s'ils ont vraiment choisi les panneaux qui étaient préalablement griffés. Ça arrive souvent, et souvent, il peut y avoir comme un bandeau sous-jacent, et puis ils ont gravé dans la partie supérieure. Et quelquefois, alors, ça a pu être intégré dans les dessins, mais voilà, la part du hasard ou pas, on a un petit peu du mal à démêler ça. Ça peut représenter éventuellement une forme de toison parfois. Et puis parfois, il y a une sorte aussi de peut-être d'imitation. On a du mal à trancher entre est-ce que c'était vraiment des griffades ou est-ce que c'est des bandes parallèles qui imitent des griffades qu'ils ont vues au préalable. Et notamment, il y a un signe qui donne son nom au panneau réticulé, qui est un croisement de lignes, comme on fait avec le jeu des ronds et des croix, je ne sais plus comment ça s'appelle, donc une sorte de damier, et qui peut-être reprend des griffades qui étaient verticales, et puis eux ont fait des horizontales ou l'inverse. Voilà. Donc il y a ce genre de doute. En tout cas, ce n'est pas systématique, il n'y a pas de réutilisation systématique. Mais eux ont vu, alors est-ce qu'ils les ont interprétés comme étant des griffades? Ça aussi, c'est une autre question qu'on se pose, puisque si là, on est à la charnière de la disparition des ours des cavernes, que l'ours brun a tendance, dans ce qu'on sait actuellement des activités des ours, à ne pas griffer dans les grottes. Donc, est-ce que eux, ignorant l'existence de l'ours des cavernes... Je sais que ceux qui étudient Père sont plutôt le couple de Luc et je pense aussi Marc Martinez pense plutôt, j'ai échangé avec Marc Martinez là-dessus, pense plutôt à un âge assez ancien, antérieur. Ça ne doit pas se jouer à grand-chose. Hein. Si c'est de l'Aurignacien récent ou du Gravettien ancien, on est vers 35 000 avant le présent. De toute façon, Cussac est probablement, si Père-non-Père et Gravettien, ça serait du post-Père-non-Père. C'est-à-dire qu'on serait dans une phase ancienne du Gravettien à Père-non-Père et Cussac, c'est une phase moyenne du Gravettien. D'accord. Voilà, c'est du pinaillage de préhistorien. Là. Mais c'est une question qui était dans le chat, donc je ne fais que la reposer. Oui, c'est une très bonne question. La question qui tue, que veut dire cet art? Ben oui, mais on peut relancer le chat dans l'autre sens, comme pour l'animal non identifié. Merci de faire part de vos intuitions. Ce qui veut dire, ben voilà, il faudra appartenir à leur culture pour le savoir. On sait qu'il veut dire, c'est déjà beaucoup, c'est déjà important. Et un formidable trousseau de clés pour essayer d'ouvrir ces serrures là, de l'interprétation. Et le fait qu'on ait ces grands panneaux assurants sur essayer de comprendre si ces superpositions ont une organisation quelconque. Et effectivement, on arrive en tirant les fils à lire qui a été fait en premier, qui vient sur qui, à réanimer des mythologies, des histoires fondatrices et peut-être les montrer à d'autres qui peuvent regarder. Vu la configuration particulière de Cussac, on s'est posé cette question. Voilà, donc il y a un choix dans le bestiaire. Tous les animaux qui environnaient Cussac ne sont pas représentés. On en a fait un choix. Nous, alors on parle en termes de pourcentage, on fait des décomptes. Voilà, c'est ce qui nous est possible de faire à notre portée. Et dans ces décomptes, on voit qu'il y a effectivement des choix particuliers. Bon, le bison domine à Cussac. C'est pas vrai dans d'autres grottes. C'est pas le bison qui domine, c'est d'autres animaux. Donc forcément, ça correspond à un bain culturel qui colporte des idées et qui ne fait pas que représenter le réel. On a oublié de le préciser, mais pour dire ça de manière un petit peu brutale, il consomme du renne, il mange du renne et il représente du bison et du mammouth et un tout petit peu de cheval et parfois exceptionnellement de l'oie ou des animaux assez bizarres, des rhinocéros. Donc il y a vraiment un choix thématique sur le bestiaire.
ce qu'on sait maintenant, c'est que cet art, il raconte quelques mythèmes. Donc, un mythème, c'est un fragment de mythologie. Donc, si on jette ça comme ça en pâture, comme explication, comment dire, on ne se trompe pas trop. Ça, on sait qu'on a des éléments d'une histoire qui sont transposés sur la paroi. Jusque-là, on ne se trompe pas. Après, qu'est-ce que représente le bison ou le mammouth pour ce groupe du Gravétien moyen? Visiblement, c'est un animal un peu élu, sélectionné. Voilà, on arrive comme ça progressivement. Moi, je trouve que ce n'est pas si mal que ça, hein. C'est signifiant, on peut le qualifier. Après, c'est difficile d'être plus précis sans prendre des très, très gros risques et d'aller vers des théories complètement très discutées comme le chamanisme ou d'autres. Mais au moins, cet art est signifiant. C'est déjà énorme, je trouve. Et puis, on a des associations particulières, le cheval bison qui est un classique de tout le politique récent, mais également cette association très prégnante du mammouth et des figures féminines qu'on retrouve au Pêche-Merle et qui est justement dans la même tranche chronologique de Cussac. Donc là, forcément, cette association-là, elle n'est pas fortuite. Et bon, effectivement, comme c'est une figure humaine, elle nous touche plus particulièrement. Mais voilà, pourquoi le mammouth et la femme, pourquoi les Vénus sur de l'ivoire de mammouth, voilà, on peut après tirer ce fil-là, aller assez loin, et puis voilà, pas être forcément dans la vérité, mais au moins avoir des pistes. D'accord. Est-ce qu'on peut estimer le nombre de personnes qui ont fait les gravures ou qui ont fréquenté la grotte? Toujours plus dur. La fréquentation, elle n'est pas si dense que ça, là, comme on l'a vu. Bon, il y a eu les pistes d'ours sont les plus visibles. Ils ont bien damé l'argile, ce qui fait que les incursions après postérieures des humains ont moins marqué. Mais tout de même, c'était pas un boulevard, quoi. Donc, ils sont pas revenus pendant des siècles. C'était pas une galerie d'art comme on peut dire deux, trois choses on a mis en titre. C'était pas juste pour se promener. Après, le nombre de personnes gravant, ce qui est frappant, c'est qu'on est dans un style unitaire très fort, des façons de faire qui sont très unitaires. Donc, au moins des gens qui partagent vraiment les mêmes conventions, qui savent faire les mêmes choses. La même personne, alors peut-être pas, parce qu'il y a aussi, voilà, quand même, on arrive à déceler des différences. Ils ont un bain commun de savoir-faire, mais il peut y avoir des digressions un petit peu de liberté un petit peu plus marquées. Après, il pouvait être plusieurs à graver. Il y a l'espace pour graver à plusieurs sur un même panneau. Vu cet art monumental, voilà, c'était possible. À la manière des taggeurs, hein, ils peuvent se mettre sur un grand mur à plusieurs. Après, est-ce que c'était nécessaire? Je ne crois pas. Le temps aussi de réalisation, il n'est pas si énorme que ça. Vu la maîtrise du geste, c'est quelque chose d'assez jeté, d'assez enlevé. Après, bon, des panneaux denses comme le grand panneau où il y a plus de 150 animaux figures, bon, là, il faut un certain temps, évidemment. Mais c'est pas, voilà, on n'a pas besoin de revenir pendant un mois. C'est pas aussi complexe que Lascaux. Voilà, Lascaux, on sent qu'il voilà, il fallait s'installer, il fallait s'éclairer, il fallait préparer les peintures, il fallait grimper. Voilà, il y a une organisation beaucoup plus collective des choses. La gravure, c'est un geste assez spontané. On n'a pas besoin forcément d'outils. Il y a même des tracés au doigt. Donc on arrive avec soi et on a une certaine spontanéité qui peut s'opérer. D'accord. Mais c'est difficile après voilà, de décompter, de déceler des mains différentes. C'est compliqué. Ce qu'on sait, c'est que c'est vraiment unitaire. Il n'y a pas, comme on peut le connaître aux Trois Frères, de groupes ou à Chauvet, de cultures qui sont venues à des laps de temps très éloignés les uns des autres. D'accord. Donc, une dernière question pour finir. Est-ce que les corps déposés peuvent être des individus qui sont morts dans la grotte? Alors, Ça a été dit. je vais reprendre la main. Oui, ça a été dit, ça a même été écrit par un préhistorien, pourtant assez respectable, mais non, c'est absolument. Enfin, tous les constats actuels de nos collègues anthropologues aboutissent au même résultat. J'ai indiqué tout à l'heure, j'espère ne pas trahir ceux qui
ce qu'il nous dit, ce qu'il nous explique. Il s'agit de manipulations complexes, il y a une histoire complexe, il y a des corps qui ont été déplacés, ça c'est sûr. On ne peut pas évidemment démontrer que certains individus ne soient pas morts dans la cavité. Tout ce qu'on peut démontrer, c'est que des portions de corps ont bougé, que des portions de corps ont été enlevées, que les crânes ont été ôtés, très probablement, que des morceaux de corps ont été amenés, ils ont même publié qu'ils ont pu être amenés dans un sac, dans un contenant. Tout ça, on peut le dire. Après, de dire qu'un individu est mort à l'entrée de la grotte, ou au milieu de la grotte, ou au fond de la grotte, ou là, oui, non. Ça, on ne peut pas aller jusque-là. En tout cas, on ne peut pas le démontrer. On ne peut pas l'exclure totalement, mais on peut en rien le démontrer. Voilà. Et il y a quand même ce corps du locus 2 qui interpelle un individu complet déposé dans cette bauge sur le ventre. Ça les a beaucoup ça les interpelle toujours. Après, on ne peut pas savoir le lieu de son décès, ce pauvre garçon. Bien. Eh bien, je te remercie, Jacques. Merci, Valérie. Je rends la parole à Anne-Lyne Fallière, des Amis du Musée d'Aquitaine. Merci infiniment pour cette merveilleuse conférence, cet éclairage passionnant, accessible aux non-scientifiques et aux préhistoriens avertis. Je pense que beaucoup de nos auditeurs ont compris la difficulté de cette tâche, ont compris la quantité incroyable de spécialistes qui œuvrent au berceau de Cussac, et nous avons hâte de découvrir cet ouvrage et de le feuilleter. Merci à Vincent de atteler cet exercice des questions, et je vous remercie à tous d'avoir été si nombreux à nous suivre ce soir. Et à très vite, j'espère, pour de nouvelles aventures en visioconférence autour de thèmes qui intéressent bien sûr la question de l'histoire. Merci pour l'invitation. Bonne soirée.